Bismillahirrahmanirrahim. Maintenant, on va traiter les anticoagulants. La deuxième classe thérapeutique considérée comme un antithrombotique et elle agit bien sûr sur la deuxième phase de l'hémostase. Toujours, vous allez trouver tous ces supports dans la description. Veuillez abonner et maximiser vos partages et on continue notre démarche toujours dans la thérapeutique. Donc, les anticoagulants, les molécules, les têtes de liste là, c'est l'héparine, l'Ovenox, le Cintran. Donc, ce sont des molécules que vous allez voir dans votre cursus ou dans votre pratique médicale de façon presque quotidienne. Donc, ils vont agir. Donc, là, c'est quelques rappels physiologiques. Donc, l'hémostase primaire, on avait vu les anti-agrégants plaquettaires. Maintenant, l'autre molécule, ou bien ces molécules, les anticoagulants, ils vont agir sur la deuxième partie, donc l'hémostase secondaire ou la formation de la fibrine. Donc, ils vont lutter contre la formation de la fibrine et du thrombus. Donc, ils sont classés sur plusieurs sous-classes. On a, premièrement, donc les majeurs 4 sous-titres qu'on va traiter dans cette partie. C'est, premièrement, les inhibiteurs indirects de la thrombine. Le tête de liste là, c'est l'héparine, la fameuse l'héparine, le fondaparinux ou par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée. Donc, l'héparine, elle est indiquée, notez-vous bien dès maintenant, indiquée sous forme intraveineuse par Péros. La deuxième sous-classe, c'est les inhibiteurs directs de la thrombine. Donc, on va avancer du moins puissant vers le plus puissant. Et lorsqu'on dira plus puissant, c'est plus dangereux. Donc, la première molécule, c'est l'héparine. Soit avec ces trois sous-classes qu'on va voir maintenant. Donc, l'héparine ou le fondaparinux. La deuxième sous-classe, c'est, voilà un fondaparinux toujours en IV. La deuxième sous-classe, donc, c'est les inhibiteurs directs de la thrombine. Cette dernière peut être soit par forme intraveineuse ou sous forme orale. Donc, pour forme ou bien conforme intraveineuse, on a la bivalirudine, on a l'argotrobon, et sous forme orale, donc l'argatrobon, ou sous forme orale, on a le fameux dabigatran sous forme orale Péros. Donc, l'héparine ou le fondaparinux en IV, les inhibiteurs directs comme deuxième sous-classe de la thrombine, donc la bivalirudine en IV et le dabigatran Péros. On a d'autres molécules qui sont plus puissants. Donc, ce sont les inhibiteurs directs du facteur 10A activé. A, c'est pour activer. On a le rivaroxaban. Le nom commercial là, c'est le Xarelto. On a l'apixaban. Et on a l'ondoxaban. Ils sont administrés par os. Et troisièmement, la molécule la plus puissante, c'est les antivitamines K. Ils n'agissent pas sur un, mais sur 4 majeurs facteurs de coagulation. Le 2, le 7, le 9 et le 10, comme vous avez vu dans votre physiologie, c'est la fameuse warfarine ou de la coumarine. Donc, c'est ce qu'on va détailler dans cette deuxième partie du cours. Donc, les anticoagulants, premièrement, on va voir les inhibiteurs indirects. On va voir les inhibiteurs directs pour les puissants. On va voir les inhibiteurs directs spécifiques pour le facteur X activé, le facteur 10 activé, le rivaroxaban et l'apixaban et l'ondoxaban. Et on va finir par les antivitamines K ou les AVK. Voilà la cascade de la coagulation que vous avez vue dans votre module d'hématologie. Maintenant, on va commencer par les formes injectables de l'héparine. Donc, pour forme injectable, on a premièrement soit les inhibiteurs indirects, les têtes de liste là, ce sont les héparines, ou bien les inhibiteurs directs de la thrombine ou du facteur 2 activé, c'est la bivalirudine. Donc, si on vous pose la question, donc les molécules à administrer sous forme injectable, qui est la forme d'urgence toujours, vous allez citer l'héparine. Cette dernière peut être un HNF. HNF, c'est pour héparine non fractionnée, la première forme. La deuxième, c'est l'HBPM, une molécule que vous connaissez tous. C'est l'héparine de bas point moléculaire. Donc, cette dernière, bien, ces deux premières, ils sont d'origine animale. Ou bien le fondaparinux que vous avez vu au début de ce cours dans l'illustration, qui est un produit de synthèse. Donc, l'héparine et ses dérivés, ils sont inhibiteurs indirects. Par contre, la bivalirudine restera
un inhibiteur direct. Donc, il est dérivé, donc pour la bivalirudine, elle est dérivée d'une façon systémique ou bien synthétisée de l'uridine. On commence d'abord par la fameuse classe thérapeutique de ces formes injectables, la fameuse héparine. Donc, premièrement, pour l'héparine, donc elle est classée sous plusieurs sous-classes. Je répète, l'H1F, l'héparine non fractionnée, l'héparine de bas poids moléculaire. On a qui sont d'origine animale, c'est l'H1F et l'HBPM, et l'uridine de façon synthétisée qui va nous donner le fameux fondaparinux. Donc on commence premièrement par l'héparine standard ou l'héparine non fractionnée ou l'H1F. Donc elle est obtenue le plus souvent d'une origine qui est animale. Maintenant nous sommes en train de détailler de l'héparine. Première molécule, bien, premier traitement majeur comme anticoagulant. Donc l'H1F c'est la première sous forme. Donc elle est obtenue, je répète, d'une façon qui est non synthétisée, qui est animale, naturelle. Donc à partir de l'intestin porcin. Leur site actif, c'est un pentasaccharide qui inhibe l'antithrombine 2 par liaison qui est réversible dans ce dernier cas. Donc les anti-agrégants plaquettaires étaient irréversibles. Maintenant, dans ces anticoagulants, vous allez voir que de fur et à mesure qu'on va avancer dans ces molécules, ils vont évoluer de façon réversible vers de façon qui est non réversible. C'est le cas de la coumarine, vous allez voir. Donc, par une liaison réversible, ça va entraîner une inhibition du facteur 2 activé et diminution de façon progressive du facteur 10 activé de manière qui est équivalente. Donc, H1F, origine porcin, forme injectable, constitue le traitement d'urgence. Elle fait ou bien elle inhibe l'antithrombine 2, ou bien le facteur 2 activé de façon qui est réversible. Je vous invite à prendre note de tout ce qu'on est en train de dire. Et le récepteur, c'est un pentasaccharide. Et c'est à ce niveau que l'héparine va jouer son rôle. Il existe sous deux formes. Donc, si on vous pose la question, citez-vous les formes de l'H1F ou bien l'héparine non fractionnée, vous allez citer deux termes. Donc, vous avez deux formes. Donc, vous avez premièrement l'héparine de sodium ou bien l'héparinate de sodium, ce que vous voyez à gauche dans l'illustration. Ou bien, deuxièmement, la calciparine ou bien l'héparine calcique. Donc, l'héparinate de sodium ou l'héparinate de calcium. Donc, pour la première forme, qui est l'héparinate de calcium, donc leur présentation, donc c'est 500 unités par injection. Mode d'administration toujours. Lorsqu'on dira héparine, c'est une voie intraveineuse qui est continue. Leur demi-vie est très court. Donc, lorsqu'on dira un demi-vie qui est très court, donc c'est un traitement qui va quitter le corps humain de façon qui est rapide. Donc, parmi les effets secondaires, ou bien en cas d'intoxication, ou bien en cas de surdosage, ça serait facile. Donc, vous vous souvenez le cours de la digoxine, donc où cette dernière, elle a été très difficile à négativer s'il s'agit d'une intoxication. Donc, maintenant, l'héparine, un taux de demi-vie qui est court 60 à 90 minutes. Dégradation rapide par le foie. Donc, c'est un mécanisme d'urgence de bonne qualité ou bien de haute qualité. Donc, et les cellules du système réticulo-endothélial. Ce qui fait qu'on peut les utiliser en cas d'une insuffisance rénale. Donc, vous voyez maintenant, donc si vous avez un traitement qui a une demi-vie très courte, ça serait facile à employer en cas d'insuffisance rénale. Donc, il est facilement éliminé. Il ne va pas causer un problème de surdosage ou bien d'intoxication. Donc, si on vous pose la question quand vous avez vu dans les diurétiques, le traitement de première intention en cas d'insuffisance rénale, maintenant, vous allez citer l'H1F, l'héparinate de sodium, ça serait votre premier choix. Donc, leur délai d'action, il est inférieur à 1 minute. Donc, la voie intraveineuse, c'est une voie d'urgence. Donc, on anticipe un effet très rapide. Et la disparition de leur effet de jusqu'aux 2 à 4 heures. Et on répète, ça serait un traitement. On utilisera cette dernière en cas d'insuffisance rénale. C'est un traitement de choix. Donc, l'héparinate de calcium ou bien l'héparine, ou bien plutôt l'héparinate de sodium. Donc, c'est le traitement qui est administré en cas d'insuffisance rénale. Là,
posologie curative, donc c'est une dose de charge intraveineuse de 50 unités par kilogramme, sans dépasser les 500 UI, suivi par une dose intraveineuse continue, donc de 12 à 15 unités par kilogramme par heure. Donc HA9 forme bien demi-vie, leurs caractéristiques très courtes, traitement d'urgence facilement éliminable, indiqué en cas d'insuffisance rénale. La deuxième molécule, c'est l'héparinate de sodium, plutôt que de calcium, ou bien l'héparine calcique. Donc la présentation, c'est une injection de 25 000 unités. Leur mode d'administration, c'est par voie percutanée, 2 à 3 injections par jour. Donc la première, c'était intraveineuse continue. La deuxième, l'héparinate calcique, c'est administré par voie sous-cutanée. La demi-vie maintenant, elle est plus longue. Vous voyez là, 4 heures avec un délai d'action de 30 à 60 minutes. La disparition de l'effet, elle est plus longue. Donc leur effet va disparaître de 8 à 14 heures. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, on va avancer des molécules de l'urgence vers les molécules péros qui sont les plus puissantes, qui ont un T1,5 qui est long. Et lorsqu'on dira T1,5 long, on ne veut pas avoir des erreurs ou de surdosage. Donc l'héparinate de sodium, le T1,5 qui est le plus rétréci, 60 à 90 minutes, 4 heures pour l'héparinate de calcium, avec disparition de l'effet de 8 à 14 heures. La posologie curative, c'est 500 unités par kilogramme par 24 heures, à répartir de 2 à 3 injections sous-cutanées. La posologie préventive, donc, elle est à administrer si on vous pose la question. Elle a deux indications, soit curative, comme on a vu dire au début du cours, et ou bien par posologie préventive qui est 5000 unités chaque les 12 heures. Notez bien que l'héparine ne traverse pas la barrière placentaire. Donc le traitement de choix en cas d'un accident ou bien d'un risque thromboembolique chez une femme enceinte. Donc lorsqu'on dira traverse ou bien barrière placentaire, heureusement l'héparine ne traverse pas. Donc elle restera le traitement, presque le seul traitement antithrombotique chez la femme ou bien anticoagulant chez la femme enceinte. Donc ne sont pas excrétés dans le lait maternel, ce qui permet de le réutiliser chez la femme enceinte en dehors de l'allaitement. Le T1,5, surtout dans le cas de l'héparinate de sodium qui est très raccourci. Donc c'est un traitement de choix pour la femme enceinte en cas d'allaitement et en cas d'insuffisance rénale, et un T1,5 très court et une efficacité qui ne dépasse pas, ou bien un délai d'action qui ne dépasse pas la minute. Donc traitement d'urgence de premier ordre, l'héparinate de sodium suivi par l'héparinate de calcium. Maintenant, pour l'indication, bien les indications de l'héparine standard ou de l'héparine non fractionnée, elle restera le traitement de choix, comme je vous ai dit, de maladies thromboemboliques veineuses, la MTEVP, que vous avez vu dans le deuxième chapitre, y compris l'embolie pulmonaire grave. Elle est à indiquer en cas d'un syndrome coronarien aigu, embolie pulmonaire, syndrome coronarien aigu, maladie thrombo-veineuse. Elle est administrée comme relais des anticoagulants oraux avant la chirurgie. Elle est administrée comme relais des anticoagulants oraux chez la femme enceinte. Si une femme enceinte, elle est sous traitement comme en anticoagulant et cette dernière, elle désirera une grossesse. Donc l'indication là, c'est le remplacement des anticoagulants oraux qu'on va voir prochainement par l'héparine non fractionnée. Elle restera le traitement de choix, on répète, d'urgence, traitement de choix en cas d'insuffisance rénale, traitement d'urgence en cas d'une femme enceinte et une femme allaitante. Surtout dans le premier, je vous invite à noter ces 2 trimestres, au premier et au 3e trimestre. Donc parmi les indications, faites attention à ce piège. La seule anticoagulant indiqué pour la femme enceinte chez le premier et le 3e, ou bien dans le premier et le 3e trimestre, restera l'HA9, l'héparine non fractionnée. Ou bien devant une chirurgie, donc le relais des anticoagulants avant la chirurgie, en cas de thrombose de valve, comme vous avez vu dans les valvulopathies, en cas d'ischémie aiguë du membre, ou bien un thrombus cardiaque intracavitaire, tout ça sont des indications de l'héparine. Surtout la MTEVP, relais chez la femme enceinte, syndrome coronarien et le relais devant une chirurgie.
La surveillance biologique, donc cette dernière, l'héparine non fractionnée, elle est surveillée, donc surveillée par le taux de céphaline activé, le TCA. Donc là, je vous demande votre intention et je demande que vous preniez note. Si on vous pose la question, un patient, il est sous traitement de l'héparine non fractionnée, quels sont les paramètres qui permettent la surveillance biologique? Donc, dans le chapitre où on avait vu les anti-agrégants plaquettaires, on a insisté sur les indications, les effets secondaires et les contre-indications. Maintenant, concernant les anticoagulants, on va insister sur la surveillance biologique de chaque molécule. C'est très important parce que les anticoagulants sont très plus puissants par rapport à un anti-agrégant. Un anti-agrégant jouera seulement pour l'hémostase primaire, mais un anticoagulant, surtout si dernier, il a un T1,5 qui est très allongé, peut être difficile à traiter en cas de surdosage. Donc, si on vous pose la question en revenu, on revient. Donc, elle est suivie, l'héparine non fractionnée par le TCA, le taux de céphaline activé ou bien la voie endogène. Donc, et c'est l'activité anti-10, facteur anti-10A ou l'héparinémie. Une surveillance quotidienne, elle est à administrer si l'HNF est administré à dose curative. Donc, si on vous pose la question, elle est surveillée par, premièrement, le TCA surtout, l'activité de l'antifacteur, l'anti-10 activé et l'héparinémie de façon quotidienne. En cas de perfusion intraveineuse à la seringue électrique, le premier prélèvement doit avoir lieu dans les 6 heures après le début de traitement et toutes les 4 et 6 heures après chaque modification de dose. Donc on ne joue pas en administrant les anticoagulants, ils sont potentiellement graves. En cas d'injection sous-cutanée, la deuxième, le cas de l'héparinate de calcium, la surveillance est effectuée à mi-chemin entre deux injections. Et bien sûr, la surveillance, c'est surtout le TCA, le taux de l'antifacteur anti-10 activé et l'héparinémie. Donc ce sont les trois réponses que vous allez répondre si on vous pose la question comment allez-vous surveiller la HNF. Donc, on peut utiliser ces dernières, c'est héparine non fractionnée et le TCA, le taux de céphaline activé, le paramètre le plus important dans la surveillance, il doit être, prendre note, entre 1,5 et 2,5 supérieur par rapport à un témoin. Donc, ce qui est à retenir depuis cette plaque qui est très important, donc elle est à suivre surtout par le TCA et la thrombopénie, vous allez voir ça prochainement. Et le TCA, le majeur paramètre, doit être situé, si on vous pose la question, entre 1,5 et 2,5. N'oublie pas ça. C'est les critères de la surveillance biologique en cas de traitement de la HNF, l'héparine non fractionnée. Toujours dans la surveillance, donc après le TCA qui a été le facteur ou bien la valeur majeure pour la surveillance, maintenant l'activité anti-facteur 10 et l'héparinémie. Donc, qui est un test spécifique, elle doit se situer, donc le deuxième paramètre, le premier paramètre TCA doit être situé entre 1,5 et 2,5. Par contre, le deuxième paramètre, l'héparinémie ou l'activité anti-facteur 10, donc elle doit être située, notez-vous bien ces deux chiffres, entre 0,2 et 0,6 unités par millilitre. En cas de traitement prophylactique, la surveillance biologique n'est pas nécessaire. Donc cette surveillance, elle est souvent posée s'il s'agit d'un traitement curatif. Et le deuxième paramètre, donc après le TCA, qui est le facteur majeur à suivre, le deuxième facteur qui est l'activité anti-facteur 10 activé ou l'héparinémie. Donc le troisième facteur qui est à doser, c'est le taux de plaquettes. Donc on suit l'héparine non fractionnée par surtout le TCA et le taux de plaquettes. Il doit être surveillé. Ce dernier doit être surveillé avec un taux au début de traitement. Donc il servira comme référence. Puis 2 fois par semaine pendant 3 semaines à la recherche d'une. Donc parmi les effets indésirables de l'héparine non fractionnée, vous pouvez citer la thrombopénie induite par l'héparine. Donc TCA, l'héparinémie, deuxième paramètre. Troisième paramètre, donc c'est la thrombopénie, suivre ou bien surveillance par le taux de plaquettes. Donc on surveille premièrement au début du traitement comme référence et 2 fois par semaine
pendant 3 semaines de ce traitement. La thrombopénie induite par l'héparine, c'est un effet indésirable. Donc, elle peut être soit primaire, soit secondaire, et on va voir. Donc, si le traitement doit être prolongé au-delà de 21 jours, la surveillance, on répète, de la thrombopénie, donc elle doit être rapprochée, donc elle sera une fois par semaine. Maintenant, pour les effets indésirables, qui sont l'hémorragie, le plus fréquent, donc le risque il est lié à la dose administrée, mais surtout en présence de lésions organiques susceptibles à saigner. Donc ces lésions sont premièrement une insuffisance rénale. Certaines associations médicamenteuses peuvent majorer ces manifestations. Donc insuffisance rénale toujours veut dire de risque de surdosage, mais heureusement pour l'HNF, comme on a vu au début de ce cours, donc cette dernière, elle a un taux de demi-vie qui est très raccourci avec un délai d'action qui est très rapide. Donc elle sera traitement donc, très adéquat en cas d'insuffisance rénale, bien sûr en adaptation de la posologie. La deuxième, ou bien le deuxième effet indésirable, c'est pas majeur, donc c'est une nécrose cutanée au point de la perfusion, parfois avec élévation des transaminases, peut induire une ostéoporose en cas de traitement prolongé, peut donner des manifestations d'hypersensibilité, donc cutanée ou respiratoire, mais l'effet indésirable, donc, qui est le majeur effet indésirable si on vous pose la question, c'est la thrombopénie à l'héparine et qui restera, on répète, donc un critère de surveillance. Cette thrombopénie, avant de conclure cette partie, donc il s'agit de deux types. On a la thrombopénie de type 1 et on a la thrombopénie de type 2 qui est plus grave. Donc là, l'effet indésirable majeur de l'héparine, surtout gardez-vous en tête la thrombopénie en premier plan. Le type 1, c'est fréquent, c'est bénin, il est habituellement modéré, donc vous avez un taux de plaquettes supérieur, donc c'est inférieur à 150 000 par millimètre cube, mais il restera supérieur à 100 000. Donc il est précoce, il survient avant le 5e jour et il ne nécessite pas, faites attention si on vous pose ça dans un contexte clinique, patient qui est sous traitement de l'héparine au 5e jour ou avant ce 5e jour, il a développé une thrombopénie modérée. Il restera supérieur à 100 000 plaquettes par millimètre cube. Quelle est votre conduite thérapeutique? Abstention. Donc, elle ne nécessite pas l'arrêt de traitement. Donc, c'est un effet indésirable fréquent et bénin. Et bien sûr modéré. Par contre, le deuxième type, donc qui est d'origine immunologique et qui est tardif, lorsqu'on dira immunologique, c'est tardif. Donc, là, c'est une thrombopénie induite par l'héparine. On associe le terme de TIH, qui est un effet indésirable grave. Le voilà un tableau qui résume ou bien qui fait la différence. Je vous invite à prendre note contre la différence entre TIH ou bien thrombopénie induite par l'héparine de type 1 ou la thrombopénie induite par l'héparine de type 2. Type 1, on répète, c'est modéré, c'est bénin, c'est fréquent. Par contre, le type 2, c'est brutal et c'est profond. Donc, on note une diminution de taux de plaquettes qui est supérieur à 40%. Donc, le taux de plaquettes, il est autour de 60 000 à peu près, donc inférieur à 40% de la valeur normale. On revient, le premier type, il est précoce, donc il est lié à l'administration du traitement, il n'est pas d'ordre immunologique, donc avant le 5e jour, 1 à 2 jours, donc en moyenne. Par contre, la TIH, la thrombopénie induite par l'héparine de type 2, donc elle est, si on peut utiliser le terme, un peu plus tardif. Donc elle va survenir dès de la 2e semaine, 5e voire 12e jour. Type 1, aucune manifestation clinique. Par contre, le type 2, vous pouvez avoir des thromboses veineuses, surtout d'origine artérielle. L'incidence de type 1, elle est rare. L'incidence de type 2, c'est entre 0,1% à 3%. Le mécanisme, je répète, le plus important, donc c'est surtout le délai, ce qui est en rouge. Donc le délai là, c'est 1 à 2 jours. Donc c'est effet direct de l'héparine. Par contre, le deuxième, c'est auto-humain. Donc, et il est lié à une réaction immune donc contre l'héparine, donc par ressemblance moléculaire. Donc c'est une
c'est un mécanisme d'origine auto-immune. Et troisième titre important, en cas de thrombopénie induite par l'héparine de type 2, l'arrêt de traitement il restera indispensable si on vous pose la question. Donc arrêtez le traitement de l'héparine, passez aux autres classes anticoagulants qu'on va voir dans la prochaine partie. Par contre, une thrombopénie induite par l'héparine de type 1 qui restera bénigne, faites attention, elle ne nécessite pas l'arrêt de traitement. C'est un effet secondaire fréquent et bénin. Le dernier titre dans cette partie concernant l'idéal l'héparine non fractionnée, c'est en cas de surdosage. Donc, qu'est-ce que vous allez, si on vous pose la question, quelle est votre conduite en cas de surdosage? Donc, je répète, devant une thrombopénie induite par l'héparine de type 1, rien, vous allez faire rien, c'est bénin. Thrombopénie d'origine auto-immune ou de type 2, arrêtez le traitement qui est indispensable. Troisième cas, si on vous pose ça dans un contexte clinique, donc, quelle est votre conduite à tenir devant une intoxication ou surdosage à l'héparine? Donc, heureusement, l'héparine, donc, elle a un antidote qui est le sulfate de protamine. Donc, l'héparine, surtout dans sa forme non fractionnée, ce qu'on avait vu dans cette première partie. Donc, un traitement par voie intraveineuse, traitement d'urgence, délai d'action qui est rapide, peut être administré chez le patient en insuffisance rénale, bien sûr, avec adaptation de la posologie. Elle est facilement réversible par un antidote, donc leur effet est réversible par un antidote. Par contre, vous allez voir dans les prochaines classes thérapeutiques, c'est pas toujours réversible, et sur certains des cas, c'est totalement irréversible. Cet antidote, maintenant, c'est le sulfate de protamine. Donc, le seul titre qui est à faire attention de ce dernier, qui est la surveillance biologique, le temps de TCA, et surtout, si on vous pose la question, donc c'est la surveillance de la thrombopénie. Si vous avez, ça c'est primordial et à retenir de cette partie, si vous avez une thrombopénie induite par l'héparine de type 2, donc l'arrêt de traitement qui est indispensable. Donc, aucune mesure doit interrompre l'arrêt de traitement. Donc, ça c'est tout pour l'héparine non fractionnée. On va voir prochainement l'héparine de bas poids moléculaire et le fameux fond d'Aparinux. Donc, toujours bon courage dans vos préparations. Merci de partager la vidéo et d'abonner si vous n'êtes pas encore pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Bon courage et à la prochaine, chers collègues.